Cela fait maintenant plus de 4 ans et demi que la Russie fait la guerre à l'Ukraine. C'est plus long que la Première Guerre mondiale, et plus long que le combat de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et contrairement à ce triomphe soviétique, cette guerre s'annonce comme l'un des plus grands échecs de l'histoire moderne, surtout compte tenu des deux pays impliqués dans le conflit. Selon presque tous les critères mesurables, cette guerre ne se déroule pas comme le Kremlin l'avait promis à son peuple. Nous allons examiner les chiffres réels, ceux provenant de sources ukrainiennes, russes et occidentales indépendantes, et exposer à quel point cette invasion s'est mal passée pour le pays qui l'a déclenchée. Commençons par un chiffre, qui devrait clore tout débat sur qui gagne cette guerre sur le terrain. Le territoire. En novembre 2022, après que les contre-offensives ukrainiennes à Kharkiv et Kherson aient déjà repris plus de la moitié de tout ce que la Russie avait conquis. Dans les premiers mois de l'invasion, les forces russes contrôlaient environ 108 600 km² de l'Ukraine. Cela représente environ 18% du pays. Maintenant, avançons jusqu'au milieu de 2026, et après des centaines de milliers de pertes supplémentaires et les affirmations constantes du Kremlin sur la libération de villes ukrainiennes, la Russie contrôlait environ 116 000 km². Cela ne représente qu'environ 20%. En d'autres termes, en 3 ans et demi d'offensive acharnée, la Russie a gagné moins de 2% de territoire ukrainien supplémentaire. Et voici le plus surprenant. En avril 2026, l'Institut pour l'étude de la guerre a constaté que la Russie a subi une perte nette de territoire ce mois-là, pour la première fois depuis le début de la guerre, si l'on ne tient pas compte de la célèbre invasion de Koursk en août 2024, qui a eu lieu sur le sol russe. La leçon à retenir, c'est que les forces ukrainiennes ont repris plus de terrain que l'armée russe n'en a gagné. Cela n'a pas duré, car les forces russes sont repassées à de faibles gains nets en juin et juillet. Mais pendant un mois, l'avancée irrésistible de la Russie, que la propagande du Kremlin vend depuis 2022, a tout simplement cessé d'être une réalité. Et il vaut la peine de se rappeler à quel point cette guerre a commencé différemment. Dans les premières semaines de l'invasion, les forces russes se sont emparées de plus de 60 000 km² de l'Ukraine en quelques jours, fonçant vers Kiev elle-même, avant d'être repoussée. C'est l'ampleur de l'avancée dont une armée mécanisée complète est réellement capable lorsqu'elle prend un pays par surprise. Comparez cela à ce à quoi ressemble le front aujourd'hui. Autour de Konstantinovka, dans la ceinture fortifiée de l'est de Donetsk que la Russie a tenté de percer pendant plus d'un an, les forces russes avancent en moyenne d'environ 50 mètres par jour. Près de Pokrovsk, c'est plutôt autour de 70. Ce sont le genre de gains quotidiens que les historiens militaires réservent habituellement pour décrire la bataille de la Somme, en 1916, qui a duré plus de 4 mois, a vu l'introduction des chars dans les combats, et où les gains territoriaux se mesuraient en quelques kilomètres seulement. Cette campagne est devenue synonyme de carnage d'attrition à l'échelle industrielle pour presque aucun gain stratégique, et la Russie semble suivre le même chemin avec certaines de ses avancées. Pour comprendre à quel point cette avancée est réellement lente, il est utile de faire les calculs comme l'a fait Forbes en mai 2025. À ce moment-là, les forces russes avançaient à un rythme d'environ 176 km² par mois. Forbes a fait les calculs et a déterminé qu'à ce rythme, il faudrait 231 ans à la Russie pour occuper l'ensemble de l'Ukraine. La même analyse suggérait que la Russie aurait besoin de 100 millions de soldats, contre une population totale de 140 millions avant la guerre. Mais mettons à jour cette estimation. En utilisant les chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre, pour la première moitié de 2026, la Russie a avancé d'environ 628 km² au total sur 6 mois complets. Cela correspond à environ 104,5 km² par mois, bien moins que le chiffre utilisé par Forbes un an auparavant. Si nous faisons le même calcul aujourd'hui, la Russie aurait besoin non pas de 230 ans, mais d'environ 400 ans pour occuper l'ensemble de l'Ukraine à son rythme actuel. Pour vous donner une idée, c'est plus long que le temps écoulé depuis la fondation de l'Empire russe sous Pierre le Grand. Maintenant, parlons du prix que la Russie paie pour ces morceaux de territoire, car c'est là que les chiffres deviennent vraiment stupéfiants. Selon l'état-major général ukrainien, les pertes au combat de la Russie, tués et blessés, ont dépassé 1,45 million à la fin juillet 2026. Le mois de juillet a été le pire mois de l'année en termes de pertes russes, avec 42 860 pertes enregistrées. En moyenne, la Russie a perdu environ 34 000 soldats par mois, rien qu'en 2026. Les estimations indépendantes des services de renseignement occidentaux confirment largement cela. Le ministère britannique de la Défense, le service de renseignement extérieur estonien, le service de renseignement militaire des Pays-Bas et le CSIS à Washington. Tous s'accordent sur un chiffre compris entre 400 000 et 500 000 Russes tués, avec un total de pertes, morts, blessés et disparus, se situant entre 1,1 et 1,4 million.
Pour mettre cela en perspective, le CSIS souligne que la Russie a subi plus de pertes sur le champ de bataille que toute grande puissance dans n'importe quel conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Comparez cela aux États-Unis qui ont perdu environ un quart de ce nombre dans l'ensemble des guerres qu'ils ont menées depuis 1945. Et il y a un autre chiffre important qui aide à expliquer pourquoi les assauts d'infanterie russes ont commencé à ressembler à ce qu'on voit sur les images de drones. Des analystes militaires, citant des évaluations de la CIA, estiment que l'espérance de vie d'un soldat russe inexpérimenté lors d'un assaut d'infanterie de masse n'est que de 20 à 30 minutes. Ce n'est pas un chiffre généralisé pour chaque soldat en première ligne. Il s'agit plutôt des tactiques dites de vagues humaines, sur lesquelles la Russie s'appuie de plus en plus, où de petits groupes de soldats mal entraînés sont envoyés directement contre les positions ukrainiennes. Leur but n'est souvent pas de percer les défenses, mais simplement d'attirer les tirs, de révéler les positions de tir ukrainiennes et d'épuiser les stocks de munitions par une usure pure et simple. Une espérance de vie mesurée en minutes illustre à quel point ces troupes d'assaut sont devenues jetables, et comment la Russie échange de plus en plus des vies humaines contre des gains marginaux sur le champ de bataille, au lieu de s'appuyer sur des opérations interarmes coordonnées. Il y a un autre point qui devrait inquiéter le Kremlin plus que tout le reste. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. En 2026, le taux de perte mensuelle de la Russie a commencé à dépasser son taux de recrutement mensuel, d'environ 27 000 nouveaux soldats. Ainsi, la Russie perd des hommes plus vite qu'elle ne peut les remplacer, même avec des primes d'engagement records, et le ratio de pertes, historiquement situé entre 2 et 3 pertes russes pour chaque perte ukrainienne, aurait atteint jusqu'à 8 pour 1 en faveur de l'Ukraine au cours du premier semestre 2026, selon le CSIS. Pour donner un contexte, l'Ukraine aurait perdu environ 50 000 soldats tués et environ 400 000 blessés, selon les chiffres du président Zelensky de juillet 2026. Donc, si la Russie ne gagne pas de terrain significatif et perd des soldats à un rythme insoutenable, qu'est-ce qui explique exactement cet effondrement des performances ? La réponse, comme vous pouviez vous y attendre, ce sont les drones. L'Ukraine a passé les dernières années à construire, en 2026, la plus grande industrie de fabrication de drones au monde. En juillet 2026, le président Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine produit 10 millions de drones par an, contre un objectif initial d'1 million de drones, annoncé en 2023, qui avait suscité un large scepticisme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Zelensky s'est engagé à doubler à nouveau ce chiffre, pour atteindre 20 millions de drones par an, avec des partenaires européens, qui se sont engagés à aider à financer cette expansion. Des estimations indépendantes de groupes comme le Council on Foreign Relations sont plus prudentes, estimant que le chiffre réel pour 2026 serait plutôt de 5 à 6 millions d'unités. Mais même ce chiffre inférieur représente une transformation industrielle en temps de guerre presque sans précédent historique. À la mi-2026, l'Ukraine compte plus de 450 fabricants nationaux de drones, contre seulement 10 entreprises en 2022. Et il ne s'agit pas seulement de drones FPV bon marché, même si ceux-ci constituent l'épine dorsale de la chaîne de destruction en première ligne. Les ingénieurs ukrainiens ont conçu des drones intercepteurs spécialisés, produits par des entreprises comme Wild Hornet, spécialement conçus pour traquer et détruire les propres drones de la Russie dans le ciel, ce que les défenses aériennes russes n'ont jamais réussi à reproduire à grande échelle. L'Ukraine a créé la première branche militaire au monde entièrement dédiée au système sans pilote, et cette branche a déclaré avoir frappé plus de 800 000 cibles russes vérifiées,
rien que sur le premier semestre de 2026, y compris du personnel, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et des véhicules logistiques. Le ministère de la Défense ukrainien a également attribué aux opérations de systèmes sans pilote la contribution à environ 167 000 soldats russes tués ou grièvement blessés pendant cette période. Un chiffre qui ferait des drones le système d'armes le plus meurtrier de toute cette guerre, devant tous ceux autour de quoi la Russie avait construit sa capacité de combat. Après les tactiques à courte portée, le développement de campagnes de frappe à moyenne et longue portée est encore plus dévastateur. Ces campagnes ont profondément touché l'économie russe elle-même. Lors d'une frappe en 2026, des drones ukrainiens ont frappé 2 grands centres logistiques appartenant à Wildberries, parfois décrites comme la réponse russe à Amazon, réduisant en cendres des parties clés du réseau de distribution de l'entreprise. L'Ukraine a également frappé l'installation pétrolière de Kupotnia, située à seulement 16 km du Kremlin lui-même, et a atteint la plus grande raffinerie individuelle de Russie, à Omsk, à plus de 2500 km du territoire ukrainien le plus proche. En mer, l'Ukraine a signalé avoir touché plus de 100 navires russes en mer d'Azov, sur une période de 9 jours seulement, à la mi-2026, faisant partie d'une campagne délibérée visant à couper la Crimée de tout ravitaillement par voie maritime, ainsi que par la route. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'industrie des drones ukrainiennes. Mais l'utilisation la plus significative des drones ukrainiens, en 2026, s'est produite à plus de 1000 km derrière la ligne de front, à l'intérieur même de la Russie. À la mi-2026, l'Ukraine a frappé chacune des 10 plus grandes raffineries de pétrole de Russie, perturbant temporairement des installations qui représentaient environ 42% de la capacité de raffinage de la Russie au cours de la campagne. En juin, les drones ukrainiens ont frappé 11 raffineries distinctes et 8 sites de production de défense en un seul mois. L'Agence internationale de l'énergie, ou AIE, a estimé que la campagne avait mis hors service environ 500 000 barils par jour de capacité de traitement du brut russe. Cela représente une perte directe d'environ 7,7% par rapport au total estimé de 6,6 millions de barils par jour. L'AIE avait initialement prévu que la perturbation durerait au moins jusqu'à la mi-2026, mais ce calendrier de reprise a depuis été encore repoussé. En juillet 2026, Novaya Gazeta Europe a signalé des pénuries de carburant dans toutes les régions du pays, sauf 5 sur les 83 au total. Nulle part cette campagne n'a frappé plus durement qu'en Crimée, la péninsule que la Russie a annexée en 2014, et qu'elle a toujours considérée comme le joyau de cette guerre. Mais avant d'aborder les prochains points en détail, assurez-vous de vous abonner à l'émission militaire pour rester informé de toutes les actualités et statistiques du front. Revenons à la Crimée. Fin juin 2026, les autorités nommées par la Russie dans la région ont déclaré un état d'urgence pour une durée indéterminée, en réponse directe à l'effondrement des approvisionnements en carburant, en électricité et en nourriture. La campagne de l'Ukraine pour isoler la péninsule a été remarquablement efficace. Le trafic sur l'autoroute RR280, qui est la principale voie d'approvisionnement terrestre reliant la Crimée au continent russe, a chuté de 71% en seulement 2 semaines. Le carburant était devenu si rare que les habitants de Sébastopol faisaient la queue pendant des heures, rien que pour avoir une chance d'obtenir un code QR leur permettant d'acheter 20 litres d'essence russe. Les rapports sur le terrain indiquent que l'essence se vend 3 à 4 fois son prix habituel, lorsqu'elle est disponible. Tout cela exerce une pression sur le seul levier que le président russe Vladimir Poutine a toujours redouté d'actionner, la mobilisation. La Russie a évité une seconde mobilisation formelle et publiquement déclarée depuis l'appel chaotique et profondément impopulaire de septembre 2022, ce qui a déclenché des manifestations massives et poussé des centaines de milliers d'hommes russes à fuir le pays presque du jour au lendemain. À la place, le Kremlin s'est appuyé sur des incitations financières et des primes de signature de plus en plus importantes dans ce qui était essentiellement une mobilisation discrète, informelle et officieuse, visant les hommes ayant le moins de pouvoir légal ou financier pour résister. Mais les fissures commencent à apparaître. Les services de renseignement ukrainiens et des médias russes indépendants ont documenté des rafles dans la rue d'hommes en âge de servir dans des endroits comme l'oblast de Penza dès janvier 2026. Le recrutement à Moscou même aurait diminué d'un tiers par rapport à l'année précédente. Zelensky a déclaré publiquement que la Russie préparait les conditions pour une expansion formelle de la mobilisation à la fin juillet 2026, avec certaines estimations suggérant la mobilisation de 300 000 à 500 000 soldats supplémentaires. La raison pour laquelle Poutine a résisté à cela aussi longtemps est simple. La mobilisation brise un accord tacite que Poutine a maintenu avec les Russes ordinaires depuis le début de la guerre. L'accord était que la population russe devait simplement tolérer que la guerre ait lieu, et qu'elle se déroulerait loin de chez eux ou sans impacter leur vie. Une seconde mobilisation déchire cet accord. Elle touche les foyers de Moscou et de Saint-Pétersbourg, qui ont été presque entièrement épargnés par le coût humain de la guerre.
C'est aussi exactement pourquoi la campagne de drones contre ces deux villes a été si politiquement significative, montrant directement jusqu'où l'Ukraine peut frapper et à quel point la Russie s'en sort mal face à un ennemi qu'elle était censée vaincre en quelques semaines. La pression financière derrière tout cela est aussi forte que la pression sur les effectifs. En mai 2026, le propre ministère de l'économie de la Russie a été contraint de réviser publiquement à la baisse ses prévisions de production et d'exportation de pétrole et de gaz pour le reste de la décennie, en invoquant directement les sanctions et la campagne de drones. Les exportations de pétrole devaient baisser, tandis que le ministère ne s'attendait pas à ce que les exportations retrouvent même leur niveau de 2025, avant 2029. Et il y a un élément qui rend la position de la Russie encore plus fragile. Le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak, a estimé le prix du brut de l'Oural à seulement 59 $ le baril pour 2026. Et cela malgré le fait que les prix mondiaux du pétrole ont dépassé à plusieurs reprises les 100 $ américains le baril. En raison de la fermeture du détroit d'Ormuz pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, la Russie vend son pétrole à un prix fortement réduit, même sur un marché mondial artificiellement gonflé. Et selon les propres prévisions de la Russie, ce prix devrait encore baisser pour atteindre environ 50 $ le baril entre 2027 et 2029. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. En ce moment, le prix élevé du pétrole dans le monde est entièrement dû à l'instabilité au Moyen-Orient, et non à une quelconque action de la Russie. C'est l'une des seules choses qui soutient le peu de pouvoir de négociation qu'il reste à Moscou, auprès d'acheteurs sensibles au prix, comme l'Inde et la Chine, les deux clients qui permettent effectivement aux exportations d'énergie russe de survivre après que l'Europe s'est coupée. Si la situation dans le détroit d'Ormuz se stabilise, et que cette prime géopolitique disparaît, la Russie perd pratiquement sa capacité à imposer même les prix réduits qu'elle obtient actuellement, et ses deux derniers grands clients gagnent encore plus de pouvoir de négociation. Mais revenons à la guerre elle-même. Depuis 4 ans, la Russie a encore un atout sur lequel elle peut compter, sa capacité à terroriser les villes ukrainiennes avec des missiles balistiques que l'Ukraine ne peut tout simplement pas intercepter. Cela est devenu encore plus difficile pour l'autre camp, car l'Ukraine manque cruellement d'intercepteurs patriotes, une pénurie aggravée par le conflit parallèle entre les États-Unis et l'Iran qui épuise le même stock mondial. La situation est devenue si grave que le président Donald Trump a dit à Zelensky qu'il accorderait à l'Ukraine une licence pour fabriquer ses propres intercepteurs patriotes sur son territoire. À peine une semaine plus tard, Trump exprimait publiquement des doutes quant à la réalisation effective de cette promesse, invoquant des préoccupations concernant le transfert de technologies sensibles de défense antimissiles américaines, ce qui montre à quel point les missiles patriotes restent importants dans un conflit envahi par les drones. Mais malgré tout cela, la Russie n'a pas réussi à tirer parti de cet avantage. Au contraire, nous avons vu l'Ukraine repousser sans cesse les limites en matière de progrès sur le champ de bataille et de développement de technologies plus récentes et plus meurtrières. Cela peut s'expliquer par un changement interne d'idéologie et de politique en Russie. En juillet 2026, Andrei Melnychenko, magnate russe des engrais et du charbon, et l'un des industriels les plus riches du pays, a rompu un long silence public de plusieurs années lors d'une interview extraordinaire de 60 heures avec The Economist. Melnychenko est un dissident. C'est quelqu'un dont les usines ont directement soutenu l'économie de guerre russe, et il est revenu vivre en Russie en 2023, précisément parce qu'il était devenu trop difficile de faire des affaires depuis l'étranger sous les sanctions. Et l'ensemble de l'interview pourrait être résumé comme un avertissement à la population russe. Selon lui, l'élite russe considère de plus en plus que la guerre est dans une impasse, et qu'un véritable sentiment de nervosité se répand à Moscou, alors que le coût économique de la guerre ne cesse d'augmenter sans qu'on voie la fin. Certains analystes étaient sceptiques, affirmant qu'une interview aussi soigneusement mise en scène et aussi largement médiatisée n'aurait jamais eu lieu sans la tolérance du Kremlin. En ce sens, cela fonctionnerait davantage comme une soupape de sécurité, contrôlée, pour orienter la propagande soigneusement façonnée, loin de la rébellion ouverte et de la ruine économique dans laquelle le pays semble se trouver. Mais l'interprétation renvoie à la même réalité sous-jacente. La guerre est devenue suffisamment coûteuse et inconfortable pour que même ceux qui ont fait fortune en servant la Russie de Poutine aient ressenti le besoin de s'exprimer publiquement à ce sujet. Alors, où en est réellement la guerre ? La Russie conquiert du territoire plus lentement que jamais auparavant, atteignant à peine l'équilibre certains mois pour la première fois depuis le début de la guerre. Elle perd également des soldats plus vite qu'elle ne peut en recruter de nouveaux, à un rythme qui fait de 2026 l'année la plus terrible de la guerre, et de loin, avec des records de pertes mensuelles établis et battus mois après mois. Ces revenus pétroliers et gaziers, qui constituaient l'épine dorsale financière de tout l'effort de guerre, ont été revus à la baisse par son propre gouvernement, soutenu uniquement par une flambée artificielle des prix au Moyen-Orient, qui n'a rien à voir avec ce que la Russie a réellement accompli. Rien de tout cela ne signifie que la Russie est au bord de l'effondrement, et cela ne veut certainement pas dire que la guerre est sur le point de se terminer. Poutine a déjà surmonté des pressions politiques bien pires que celle-ci. Un Poutine acculé, confronté à une véritable crise sur les lignes de front, pourrait être encore plus dangereux,
car Poutine a à plusieurs reprises appelé à une éventuelle solution nucléaire si la survie même de la Russie était menacée. Mais les chiffres que nous avons examinés aujourd'hui racontent une histoire presque à l'opposé de celle que Vladimir Poutine vend à sa propre population depuis 4 ans et demi. Cela devait être une campagne courte et décisive, qui rendrait à la Russie sa grandeur. Au lieu de cela, c'est devenu la guerre la plus coûteuse de l'histoire russe, menée pour des gains territoriaux qui se mesurent en pourcentage à un chiffre, financée par une économie qui est visiblement à court de carburant, au sens propre comme au figuré. Maintenant, pour en savoir plus sur l'éventuelle mobilisation à venir qui pourrait enfin amorcer l'effondrement de la Russie, regardez cette vidéo. Et assurez-vous d'être abonné à l'émission militaire pour recevoir les dernières nouvelles, statistiques et analyses sur la géopolitique mondiale et la guerre.